Pour présenter ces ouvrages. En fait, j'avais invité pour mon séminaire demain, donc si vous êtes intéressés, je vous invite aussi à revenir demain à l'EHESS 54 boulevard Raspail à 10h. Il va présenter son deuxième ouvrage, cette fois-ci sur, dans un peu cette veine-là, oui, sur l'Eurasie. Donc, empire, continent, projet, donc, idéologie, etc. Donc, pour Michel Bruno, donc certains d'entre vous le connaissent, rencontré à d'autres moments, donc il est géographe, directeur de recherche émérite au CNRS. Il était donc dans une équipe à Bordeaux. Il a d'abord travaillé sur la Thaïlande. Oui. On va se demander qu'est-ce qu'il fait. Voilà, le bout. Mais il s'est aussi beaucoup intéressé à l'Asie mineure, à la Turquie, l'Empire ottoman, à travers notamment travaux sur les Grecs pontiques. Publié plusieurs ouvrages sur les Grecs pontiques, sur les diasporas aussi. Nous avons co-organisé ensemble avec également Martine Vanessian, Eunice Assiotis et quelques autres collègues un colloque qui a été publié, qui a eu lieu donc, il y a longtemps, une dizaine d'années à Athènes, à l'école française d'Athènes, qui était arménien et grec en diaspora, approche comparative, donc qui s'intéresse à la diaspora dans l'organisation, mais aussi sur la notion de diaspora. Et donc là, il va traiter d'espace, donc voilà, dans la continuité de ces travaux, à la fois sur les minorités, sur les diasporas, sur la perception de l'espace différente, géographie donc humaine hein, plutôt que géographie physique, même si c'est géohistoire. Géohistoire, voilà. Géohistoire. Voilà, c'est là. Oui. Et donc il va traiter de nous présenter son ouvrage de l'Asie mineure à la Turquie, montrer comment cet espace s'est transformé à plusieurs niveaux, à la fois au niveau démographique, au niveau de l'habitat, au niveau des perceptions aussi de l'espace. Donc je vais lui laisser la parole en le remerciant infiniment de nous avoir fait le plaisir de venir d'aussi loin. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'ouvrage, je ne sais pas s'il a déjà circulé ou pas, mais je vais le faire circuler. Donc, voilà, on peut le faire circuler. Voilà, donc je vais comment tu peux faire. Merci beaucoup pour l'invitation. J'avais déjà présenté cet ouvrage alors il est sorti fin 2015 et j'avais présenté à la bibliothèque Nubar, déjà chez les Arméniens avant. De toute façon, mes meilleurs clients pour mes livres sont tous des Arméniens. Il n'y a pas beaucoup de Grecs en France. Alors moi, évidemment, je parle à partir des Grecs, puisque je connais la langue grecque, j'ai fait beaucoup d'enquêtes en Grèce, dans le milieu des réfugiés et d'Asie mineure. J'ai oublié de dire que Michel a été aussi à l'initiative avec Anaïs Santana de réunions arméno-grecques à Bordeaux, avec, disons, voilà, on a essayé de réunir les deux communautés autour de réflexions communes sur leur histoire, leur géographie, leur actualité. Voilà. Pardon, excuse-moi, juste pour compléter ta présentation. Merci beaucoup. Bon, alors, avant d'aborder le vif du sujet, je pense que je vais me conformer un petit peu à l'approche d'Edgar Morin qui voit la nécessité de réintégrer la relation sujet-objet dans la recherche scientifique, en particulier dans l'élaboration des connaissances. Donc, de voir d'où je viens, pourquoi je parle de ça, parce que je ne suis ni grec, ni arménien, ni turc, etc. Je suis français simplement. Et je produis un ouvrage qui a l'air très académique et très savant, érudit, etc., avec des références. Mais ce n'est pas simplement un travail de rat de bibliothèque. Donc j'explique comment, je vais vous expliquer d'abord comment je suis arrivé à m'intéresser à ces sujets. D'abord, comme a dit Claire, j'avais travaillé sur les Grecs pontiques
Mais dans les années 90, au moment où Palinos Tuntes, où il venait du RSS, de l'ex-URSS, et j'ai fait pas mal d'enquêtes dans les villages dans le nord de la Grèce, donc auprès de ces réfugiés et de leur histoire, en remontant bien sûr à l'époque ottomane et à la fin de l'époque ottomane et des génocides. Alors, des interviews de réfugiés, parfois très âgés, il y en avait quelques-uns qui avaient dans les 90, etc., puisque c'était les derniers survivants de la première génération de réfugiés. Ensuite, pour aborder ce sujet, j'ai eu du mal au début, je ne savais pas trop, c'était mon collègue Georges Prevelakis de Paris 1 qui m'avait aidé, mais lui-même était peu introduit dans le milieu des Grecs pontiques, qui est un peu spécifique. Donc c'est en allant à Thessalonique et en rencontrant Kostas Fotiadis, qui est un de leurs historiens particulièrement militants, qui a consacré sa vie à réunir des documents sur le, alors je mets entre guillemets, puisqu'il n'est pas reconnu, sur le génocide des Grecs pontiques. Et cette année, d'ailleurs, c'est une année cruciale, puisque c'est les 100 ans. Parce qu'en principe, ça commence en 1919, avec le débarquement de Kemal Atatürk à Samsun, qui marque le début des déportations, enfin des marches, etc., à la mort, etc. Donc, Kostas Fotiadis, Vlasis Arktidis, qui est plus jeune, qui est aussi un historien militant. Alors, bien sûr, ces gens-là sont assez mal vus des historiens académiques, genre Ratiotis, universitaires, etc. Ils ont eu du mal à faire leur trou dans l'université grecque. Ensuite, j'ai travaillé sur les lieux de mémoire qu'ont construit ces réfugiés pontiques en Grèce. Hein, ils ont construit beaucoup de monuments commémoratifs, ils ont reconstruit des monastères de leur territoire d'origine, toutes sortes de sanctuaires, on en verra quelques exemples. Et puis j'ai aussi par la suite participé à 3 reprises à des voyages pèlerinages que les associations de Grecs pontiques organisent à partir de la Grèce, de Thessalonique surtout, et jusqu'à Kars, jusqu'à l'extrémité donc à la frontière arménienne de la Turquie. Donc ça m'a permis de voir comment ces gens quel rapport ils ont à la mémoire et au territoire de leurs ancêtres, à ce qu'ils appellent leur patrie perdue, ou aussi leur patrie inoubliable. Ensuite, j'ai une approche à partir des diasporas, comme l'a dit Claire, et je sens une nécessité de comparer, de comparaison. Comme elle l'a dit, on avait organisé ensemble un colloque arméno-grec sur les 2 diasporas grecques et arméniennes. Et dans ce livre, j'essaye d'avoir un point de vue global comparatif et de ne pas me situer, parce que la plupart des livres qui ont été publiés sur ces sujets, il y en a quand même beaucoup, en grec, dans plusieurs langues, en général, ils partent d'un groupe, des Arméniens, des Grecs, des Assyro-Chaldéens, etc. Moi, j'essaie, comme je ne suis ni des uns ni des autres, j'essaie d'avoir un point de vue comparatif. Et j'ai fait un détour par la Russie, par l'Académie des sciences de Moscou, avec la collaboration de Vladimir Kolosov et de Tamara Galkina, qui est d'origine arménienne. Et nous sommes allés ensemble à Soukoumi, en Abkhazie, c'était en 1994. C'était une année cruciale, c'était juste après la guerre de nettoyage ethnique, de purification ethnique qui avait eu lieu contre les Géorgiens par les Abkhazes, et nous sommes entrés, moi entraîné par mes collègues russes, tout à fait illégalement dans ce territoire qui était occupé par l'armée russe, qui l'est toujours, je crois d'ailleurs,
et avec un État fantomatique, un peu indépendant, entre guillemets, qui n'est reconnu que par la Russie. Et surtout, c'était extrêmement émouvant de voir cette ville de Soukoumi, en grande partie après des incendies, après des destructions dues à cette guerre de purification ethnique, et des gens dans la rue qui marchaient et qui avaient l'air dérangés, enfin qui n'avaient pas toutes leurs raisons, tellement ils avaient subi des expériences traumatisantes. Bon, ça c'est l'approche par le terrain, disons. Et puis, bon, pour écrire ce livre, je me suis basé sur ma culture de géographe, donc à la fois Roger Brunet, Yves Lacoste, Fouché, Prévélakis. Et puis pour une approche un peu conceptuelle, j'y reviendrai tout à l'heure, Gottman en particulier avec son concept d'iconographie qui est très utile pour comprendre le rapport à la mémoire et au diaspora. Et puis, jeune, lorsque j'ai fait mon service militaire dans la coopération, j'étais dans une région multiethnique, le nord de la Thaïlande, où j'ai été donc dans des milieux avec une grande variété d'ethnies et un pluriethnisme assumé dans un pays qui, mieux que la Turquie, a réussi à faire son unité, son État-nation sans purification ethnique majeure, disons, et en intégrant très bien sa diaspora chinoise. Voilà. Voilà d'où je pars. Alors, je me réfère aussi à une approche qui est brodélienne, hein, donc à partir de la longue durée, parce que il me semblait que, bien sûr, alors là je donne le plan un peu général de l'ouvrage. Donc d'abord cadre conceptuel et théorique, je vais y revenir tout à l'heure. Alors essayez de comprendre, pour comprendre, en fait la question initiale c'était comment se fait-il que ces deux péninsules qui convergent, d'une part l'Asie mineure, d'autre part les Balkans, ont eu une évolution tellement divergente. C'est-à-dire les Balkans se sont fragmentés de plus en plus en différents États-nations jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, jusque dans les années 90, à la dissolution de la Yougoslavie, alors qu'au contraire, l'Asie mineure, peu à peu, n'est devenue qu'un seul espace, d'un seul État-nation, l'État-nation turc. Donc, pour essayer de comprendre ça, je crois qu'il ne faut pas seulement se référer à l'histoire récente, donc du début du XXe siècle, à laquelle je vais me référer, bien sûr, mais se situer dans des temps plus longs. Parce que l'Asie mineure, elle a été hellénisée d'abord, donc relativement unifiée culturellement, pas vraiment unifiée, mais disons avec une cohérence culturelle entre, disons, le 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 15e siècle après. À ce moment-là, quand, à partir surtout de Manzikert, hein, du XIe siècle, où l'hellénisme était répandu dans toute l'Asie mineure, sauf dans la partie orientale, qui était plutôt plus arménienne que grecque, mais cette hellénisation, je me suis référé là aux travaux de Vrionis, vous savez, cet historien grec de Berkeley, qui a travaillé sur la déshellénisation et la turquisation de l'Asie mineure, mais à l'époque ottomane, avant donc les événements des génocides, des massacres, etc. Donc il y a cette approche qui est à partir des temps plus longs, et
la vision de l'Asie mineure, alors donc là je reprends le plan, hein. Donc formation d'un espace anatolien dans la longue durée, c'est ce que je viens de dire, des empires, cités, États, émirats à la fin de l'Empire ottoman. Ensuite, à l'ère des nationalismes, alors là, mes sources, alors je connais le grec, l'anglais bien sûr, mais je ne connais pas le turc, donc je n'ai pas pu moi-même... je suis allé plusieurs fois en Turquie, mais j'avais toujours besoin d'interprètes. Et je n'ai pas pu travailler moi-même dans les documents turcs. Mais j'ai utilisé des sources, voilà, des chercheurs turcs ayant travaillé sur l'ingénierie ethnique ou démographique des jeunes Turcs et des kémalistes, 1913-1955. Donc ça, c'est cette phase où vraiment il y a une homogénéisation ethno-nationale programmée, organisée, dont font partie des massacres, des déportations et le génocide arménien. Alors, ces auteurs, c'est essentiellement Taner Akçam, qui est très connu, hein, qui a même été publié en livre de poche, mais moi, un de mes plus grands inspirateurs, c'est Fouad Dündar. Il est moins connu, en France en tout cas, bien qu'il ait fait un doctorat d'histoire à l'EHESS, mais qui n'a jamais été publié en français. En français, en anglais, il a été publié. Oui, en anglais, une partie. Une partie, pas tout. Et moi, je l'ai lu en grec, parce qu'il a été entièrement traduit en grec. Alors, je ne l'ai pas lu en français, parce que c'était trop difficile, il fallait faire venir le manuscrit, etc. Il n'était pas publié. Mais j'ai lu en grec, donc c'est une source essentielle. D'ailleurs, ah non, ce n'était pas le même colloque. À Athènes, on l'avait rencontré, mais ce n'était pas notre colloque, c'était un autre, sur les Grecs d'Asie mineure. Bon, il y avait aussi Ugur Ümit Ungor, qui est lui, alors tous ces chercheurs turcs sont d'origine en général de minorités, c'est-à-dire ce sont des Kurdes, ou bien pour Ugur Ümit, je crois que c'est un caucasien, enfin, il vient du Caucase. Et ils ont travaillé sur cette période de l'homogénéisation ethnique. Et il y avait aussi Öktem qui, lui, avait aussi travaillé sur les noms de lieux, le changement des noms de lieux et l'homogénéisation de cet espace. Bon. Alors, je vais d'abord voir un petit peu l'approche. Alors, peut-être on va passer ici à une carte. Alors, cette carte est très pratique pour montrer la répartition des Grecs en Asie mineure. En 1912, c'est une carte du capitaine Botsaris, du commandant Botsaris, et elle montre en fait la répartition des écoles grecques avec leurs élèves et des églises. C'est une façon indirecte de montrer la répartition de la population grecque dans le ressort du patriarcat œcuménique de Constantinople. Donc on voit bien que les Grecs sont répartis surtout à l'ouest, au nord et dans la partie du pont, hein, de cette partie orientale de la côte de la mer Noire, et puis dispersés, et en particulier avec un centre ici assez ancien, la Cappadoce, où il y avait beaucoup de Grecs aussi. Donc ça, c'est une représentation. On les voit ici dans une autre carte que j'ai extraite de l'ouvrage de Isaiah Bauman, donc qui a été publié après la guerre de 14, et où on voit quels étaient les districts avec plus de 20% de la population de Grecs et puis plus de 20% de la population d'Arméniens. On voit bien la répartition grec-arménien. Il n'y a que dans les très grandes villes où les Grecs et les Arméniens sont ensemble, bien sûr, mais pour les régions rurales ou de province, il y a un peu une distribution entre l'Est et l'Ouest, un peu différente des Grecs et des Arméniens.
Alors, là, évidemment, il faut situer cette histoire, cette homogénéisation ethnique, dans un temps pas très long, mais quand même de 2 siècles, de guerre entre l'avancée de l'Empire russe par rapport à l'Empire ottoman et le fait que les Russes, en avançant, chassaient les populations musulmanes qui se retrouvaient dans l'Empire ottoman. Et de même, ici, il y a également des apports. Alors surtout, ça a été au moment des guerres balkaniques, de 1912-13, qui a eu de grandes migrations forcées de muhadjirs, c'est-à-dire de réfugiés musulmans des anciens espaces ottomans vers le territoire. Et ça va permettre de comprendre mieux une des bases de la politique d'ingénierie démographique ou ethnique qui a été mise en œuvre par le CUP, le Comité Union et Progrès des jeunes Turcs, et ensuite poursuivi par Kemal, après l'indépendance. Alors, je me réfère à la notion de région intermédiaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cette vision binaire Orient-Occident, Est-Ouest, comme on la voit par exemple chez un géographe comme Élisée Reclus, il y a un chercheur grec que m'avait fait connaître Prévélakis, justement, c'est Kitsikis, qui a introduit ce concept de région intermédiaire qui se situe entre l'Orient et l'Occident et qui est très large, c'est-à-dire que ça inclut les Russes, les Grecs, les Turcs, les peuples balkaniques orthodoxes ou musulmans, les Arabes, les Iraniens, les Afghans et même jusqu'au Pakistan occidental. Donc c'est une région intermédiaire entre l'Asie, on y reviendra peut-être demain à propos de l'Eurasie, et puis l'Europe de l'Ouest. Et il y a un certain nombre de caractères communs à l'ensemble de ces peuples et une transition entre l'Est et l'Ouest. Et puis, pour l'approche ethno-nationale, alors là, je vais, par exemple, ça c'est le cas des Turcs, je me suis référé à l'approche ethno-nationale de Anthony Smith. C'est un sociologue anglais qui a beaucoup élaboré le concept d'ethnie et de peuple liés aux ethnies dans les années 80 par là. Donc il a travaillé sur les structures ethniques de longue durée à l'origine des nations, c'est-à-dire que lui il établit un rapport entre les nations du nationalisme du 19e siècle, de l'État-nation qui apparaît, et puis une longue histoire ethnique avec, pour ces différents peuples, un mythe sur les origines, une histoire mémoire qui relie les générations les unes aux autres, une culture, une langue, c'est essentiel, une religion ou plusieurs religions, ça dépend, la religion peut changer dans le temps, et un territoire ou un lieu spécifique. Et puis, à l'appui, comme support à ça, des symboles qui sont des icônes en fait, et qui rappellent constamment un héritage et un destin commun. Donc, lui, il considère que le paradoxe de l'ethnicité, c'est sa durabilité à travers ses changements et ses mutations. Donc, il y a des éléments de continuité, des éléments de discontinuité. Alors, par exemple, ici, c'est il vaut peut-être mieux pas commencer par les Turcs, c'est un peu plus compliqué, mais par exemple, ici, les Iraniens. Donc, pour essayer de comprendre une certaine continuité, mais dans des discontinuités, je situe au centre des éléments de continuité, c'est-à-dire ici, dans ce cas-là, c'est la langue persane,
une spécificité religieuse très forte, alors qui a été d'abord le mazdéisme, puis ensuite le chiisme au sein des musulmans, et des constructions impériales, un État fort impérial qui se reproduit constamment. Alors on voit, on passe des différentes structures impériales tout au long de l'histoire, vous voyez, entre le 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la dynastie, jusqu'au 20e siècle. Donc ça, c'est la succession des dynasties, des différents empires. Et puis, comme élément de discontinuité aussi, c'est les influences extérieures, les principales, celles qui ont amené des changements importants. Alors d'abord les Gréco-Macédoniens, avec l'empire d'Alexandre, ensuite l'invasion arabe et l'apport de l'islam, évidemment, les invasions turques qui ont fini par être absorbées, avec les Seldjoukides, invasion mongole avec les Granades bien connues, et les Timourides, et puis donc le chiisme au moment assez tardivement finalement au XVIe siècle, et plus tard alors l'influence occidentale de l'Angleterre. Bon. Alors évidemment là, j'utilise aussi une espèce de modèle assez pratique, c'est-à-dire que voir comment dans l'espace et le temps à la fois se répartit une nation, un pays, un peuple surtout. Alors, dans le cas des Perses, c'est assez facile, hein, l'espace perse ou iranien, bien connu. Et puis, il y a des peuples iranophones ayant des liens historiques avec les Perses qui se situent autour. Ensuite, les espaces chiites sous influence iranienne qui se trouvent en Irak, en Syrie, au Liban, Bahreïn, etc., Yémen. Et finalement, la grande diaspora mondiale qui s'est développée surtout au XXe siècle. Alors, pour les Grecs, par exemple, là, on a une configuration tout à fait différente, puisque on a les cités-États qui se territorialisent, disons, pour sortir de l'unité cité-État, dans des États territoriaux hellénistiques, etc. Bon, je ne veux pas insister là-dessus, c'est assez connu. Ça, c'était... Qu'est-ce que c'est ça? Oui, là, j'avais mis les Arméniens. Les Arméniens, c'est assez compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de discontinuités, beaucoup d'unités successives, et on peut voir que les éléments de continuité, si je puis dire, communs un peu à tout ça qu'on retrouve constamment à partir de l'introduction du christianisme. Donc c'est le christianisme grégorien et la langue très liés l'un à l'autre. Les diasporisations, alors les grandes diasporas commerçantes avant la diaspora du génocide, et puis la multiplicité et les discontinuités entre les royaumes, les principautés, donc on ne va pas énumérer, mais enfin on voit qu'il y en a beaucoup, entre l'Arménie orientale, la Cilicie, etc. Et là on voit que la République d'Arménie, bon, qui aujourd'hui est le centre, hein, l'État-nation à peu près homogène, et puis d'anciens territoires où il n'y a presque plus d'Arméniens aujourd'hui, et l'espace de la diaspora marchande eurasiatique, et puis l'espace plus large de la diaspora du génocide, consécutive au génocide. Bon. Alors, si on revient sur les modèles, les concepts, alors j'utilise le concept de peuplement de la longue durée et de logique territoriale. C'est-à-dire que une logique territoriale, ça consiste à construire un ou plusieurs États territoriaux en agrégeant autour d'un noyau central
par exemple un État impérial, selon divers types de structuration, centre-périphérie, ou bien, à partir, dans le cas des Grecs par exemple, c'était pas ce cas-là, c'était un essaimage de beaucoup plus petites unités, cités, États ou Émirats, liées entre elles de façon plus ou moins étroite. Bon. Il faut que je regarde un peu pour voir. Voilà. Donc, quels sont les rythmes de l'hellénisation d'abord et ensuite de la turquisation? Donc de l'ouest à l'est, on a une hellénisation entre 10e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à 1071, c'est-à-dire la bataille de Manzikert, donc pendant 2 millénaires environ, avec une progression de l'hellénisme du littoral vers l'intérieur pendant 13 siècles. Et puis, à partir de 1071, quand les Turcs sont arrivés, donc là je reviens peut-être au schéma du début que j'avais sauté. Voilà. Donc à partir du moment où les Turcs qui sont issus donc essentiellement des Turco-Oghuz puis des Turkmènes d'Asie centrale et qui ont établi l'empire seldjouki d'Iran puis ensuite le sultanat de Roum de Konya, eh bien il y a une progression comme ça et on peut, alors évidemment c'est une carte diachronique, hein, c'est-à-dire qu'elle est entre le 7e et le 20e siècle. Alors évidemment aujourd'hui c'est pas du tout la même chose, là ce sont des conquêtes et là ce sont des migrations, hein, des migrations au 20e siècle bien connues des Turcs en Europe et également dans les États pétroliers. Voilà, donc ça. Et pour les Turcs, la répartition de l'espace, elle est entre, alors non pas un espace central, parce que l'espace central il est très récent, c'est la Turquie actuelle, l'État-nation, mais qui date de 1924, alors que en fait l'espace central dans le temps long, c'est un axe est-ouest de confédération de tribus nomades, de sultanats, d'émirats entre l'Asie centrale et l'Anatolie. Et puis, donc, ces États qui se sont formés à partir de ces conquêtes et de cet axe, et puis, plus récemment, alors, les États-nations d'Asie centrale qui sont turcophones, bien connus plus l'Azerbaïdjan, et ensuite les minorités turcophones, tatars de Crimée, turcs de Kazan, de la Volga, Tchouvatch, etc. Et finalement les migrants turcs qui constituent une sorte de communauté transnationale, je ne dirais pas une diaspora, mais une communauté transnationale entre la Turquie et l'Europe. Donc, il y a cette hellénisation progressive, puis turquisation. Alors, si on se réfère, je me réfère maintenant à mes sources, alors bon, dans le temps long, c'est assez connu, les histoires des empires, en passant par... bon, le processus de turquisation de l'Asie mineure de l'Est vers l'Ouest, donc, on voit que les Turcs ont imposé une logique continentale à partir de l'Est contre les Grecs qui avaient, eux, une logique au contraire à partir de la mer et des côtes. Et ils ont combiné à la fois le nomadisme et la ville islamique, souvent d'origine grecque, mais qui était devenue, qui avait été convertie à l'islam, et qui ont réussi à théoriser cet espace en brisant l'unité de l'Empire byzantin, l'unité de l'Empire, avec l'élaboration d'émirats, de troupes de ghazis qui
attaqué et qui ont déstabilisé. Et surtout, alors ce que montre très bien Brionis, c'est la dépossession de l'Église, de cette Église byzantine de Constantinople, de la plupart de ses biens, en les répartissant auprès des tariqats, auprès des différentes sectes musulmanes, pour affaiblir donc et finalement provoquer des conversions, alors qui étaient en partie forcées, mais pas toujours, qui étaient aussi des conversions parce que ça présentait un assez grand nombre d'avantages, de ne pas payer d'impôts par exemple, de se convertir à l'islam sous l'Empire ottoman. Donc ces conversions qui sont de masse et qui ont été étudiées, il y a des livres à l'école française d'Athènes en particulier sur ce sujet, des études importantes. Bon, donc voilà. Alors, si on en vient à l'ingénierie ethnique ou démographique des unionistes et des kémalistes, alors là, on part... Amit Bozarslan a bien montré que l'origine, disons, idéologique, c'est le darwinisme social des jeunes Turcs. Vous savez que les jeunes Turcs, donc à partir des années 1889-90, ont rompu avec l'héritage universaliste des Tanzimat, c'est-à-dire qui était inspiré des Lumières, qui avaient initié des réformes au sein de l'Empire ottoman pour le moderniser, mais qui n'ont pas réussi. Et eux sont tournés vers des penseurs plutôt de droite, en particulier l'Action française, Gobineau, Hippolyte Taine, et puis surtout Gustave Le Bon, qui est moins connu de nous, mais enfin qui était un de leurs principaux inspirateurs, en particulier à travers les écrits d'Abdullah Cevdet, qui était un de ces idéologues du comité Union et Progrès. Donc c'était des étudiants de l'école militaire de médecine et qui étaient souvent d'ailleurs d'origine des périphéries de l'Empire ottoman. Ils provenaient souvent du milieu des réfugiés du Caucase, de Crimée, et ils se référaient beaucoup aux sciences biologiques, notamment à l'anatomie et à la physiologie, et ils ont voulu avoir une conception scientifique de remodelage de l'espace, puisqu'on n'arrivait pas, par les Tanzimat, à véritablement moderniser l'Empire ottoman pour en faire l'égal des grandes puissances occidentales modernes. Eh bien, il fallait appliquer un darwinisme social qui consistait à d'abord abolir ce cosmopolitisme caractéristique des grandes villes de l'Empire ottoman. Et donc, également, comme leur principale base c'était Salonique au départ, ils se sont formés surtout là, et là ils ont été au contact des comitadji grecs et bulgares qui étaient extrêmement violents, qui étaient des groupes, des milices nationalistes de ces pays-là, et il faut pas oublier que à l'origine, la violence des Turcs, des jeunes Turcs, eh bien, elle s'est inspirée de groupes aussi violents, chrétiens, grecs ou bulgares. Et alors là, ils ont, ce que montre bien Fouad Dündar, c'est l'utilisation scientifique, entre guillemets, de la sociologie et des statistiques pour mettre en œuvre cette politique d'ingénierie ethnique. Ils ont utilisé des recensements, alors eux-mêmes n'en ont pas fait, mais ils ont utilisé les recensements de 1881-1893 et de 1906-1907 et des données statistiques ethniques tirées de l'état civil de l'Empire ottoman. Donc, cette entreprise de turquisation qui a été organisée comme un combat ethnique secret, alors a consisté d'abord, grâce à une ordonnance, ça a été mis en route par une ordonnance de Talat Pacha en
juillet 1915. Il fallait dresser des tableaux statistiques, dessiner des cartes dans chaque commune, dans chaque territoire, Sanjak, et même au bas, jusqu'au niveau local, montrant la composition et la distribution de la population en fonction de son identité ethnique. Donc, c'était rassemblé dans le secret, et c'est consigné dans un document lui-même secret qui s'appelle le cahier de Talat Pacha et qui regroupait un ensemble de textes, de statistiques, de cartes datant de 1914 et qui donnait un état des lieux. Le décret, je crois, est de 1913. Le décret est de 1915. Enfin, je parle de l'ordonnance de Talat Pacha. Il est de 1915. Juillet 1915. Donc, il s'agissait donc, pour arriver à homogénéiser ces espaces, puisqu'ils sont partis du fait qu'ils n'arriveraient pas à partir d'un empire, enfin d'une population multiethnique impériale, à former un État-nation cohérent. Donc, il fallait homogénéiser la population, alors en transplantant les populations non turques et non musulmanes de la côte vers l'intérieur. Alors non, la grande différence, c'est que, avec par exemple les nazis après, c'est-à-dire que ce que voulaient faire les Turcs, c'était de turquiser, c'est-à-dire ils ne voulaient pas forcément détruire, massacrer, ils ont massacré, mais enfin, ils ne voulaient pas, comme les nazis avec les juifs, ils ne voulaient pas les supprimer, mais ils voulaient les obliger à s'assimiler, à devenir turcs, culturellement et linguistiquement, etc. Il y avait déjà beaucoup de chrétiens qui étaient turcophones. Bon, au fil du temps, dans la longue durée de l'histoire impériale. Donc, transplanter des populations non turques et non musulmanes de la côte vers l'intérieur, alors, toujours cet aspect positiviste, dans une proportion variant de 2,5% à 10% de la population musulmane locale, parce que le principe, c'était de vider les côtes autour où il y avait énormément de minorités chrétiennes et donc les envoyer à l'intérieur, les installer dans des villages qui étaient déjà à moitié vides. Il y a eu les villages qui étaient des Arméniens qui avaient été, à partir de 1915, donc les Arméniens du génocide, déportés ou massacrés, et les installer de façon à ce qu'ils soient dans une majorité de population musulmane et turque, et ne soient pas plus de 2,5 à 10%. Et en espérant, ils croyaient que ça permettrait une assimilation rapide, ce qui est faux, et ils espéraient une assimilation rapide. Donc c'était un remodelage démographique totalitaire de l'Asie mineure. Et ce qui a aidé en dehors de ces comptages précis, c'est l'utilisation de moyens de communication qui, à l'époque, le télégraphe s'était développé surtout à partir de la guerre de Crimée, et il y avait un télégraphe un peu partout dans l'Asie mineure. Donc les ordres étaient envoyés dans des télégraphes codés ou cryptés, de façon, parce que c'était important que le secret soit conservé. Ces télégraphes avaient une en-tête EUM, c'est-à-dire Direction Générale de la Sûreté, ou bien direction de l'installation des tribus et des réfugiés, puisque sur la côte, là d'où étaient parties et avaient été déportées les populations chrétiennes, surtout grecques sur la côte occidentale, ou bien dans le Pont aussi, eh bien là, on mettait à la place, comme je vous ai montré sur la carte tout à l'heure, les Mouachirs, les réfugiés qui venaient soit d'Empire russe, soit des Balkans, et qui avaient besoin de terre et de maisons. Donc, ils ont utilisé ce réseau d'information, enfin de diffusion d'informations qu'étaient les télégraphes.
La présence de la guerre, la Première Guerre mondiale, donc, qui commence en 1914 et surtout avec les grandes défaites de Sarikamish en 1914, en décembre 1914, donc à l'est en pleine Arménie, pas loin de Kars, et puis de Suez aussi en février 1915. L'Empire ottoman était dans un état de très grande fragilité. Et donc, et en même temps, ça permettait de masquer pas mal de choses dans cet état de guerre permanent. Voilà, donc massacre et expulsion des Grecs d'Asie mineure. Alors bon, je passe, ça c'est des choses assez connues, mais Taner Akçam justement a montré qu'il y avait un mécanisme à deux voies pour l'organisation de cette homogénéisation ethnique. Il y avait d'abord une voie secrète non officielle qui était le fait de la fameuse organisation spéciale, là, des Teşkilat İma Susa, et secrète, hein, donc fondée par Enver Pacha en 1913, et donc qui a installé un climat de terreur, en particulier chez les commerçants grecs de la côte occidentale. Il y a eu, alors bien sûr là ça a varié avec il y a eu, dans un premier temps, avant l'entrée de la Grèce dans la coalition, c'est-à-dire en 1917, la Grèce est entrée aux côtés des alliés occidentaux, mais avant, on cherchait à chasser, donc à faire une purification ethnique des côtes occidentales vers la Grèce, puisque justement un des points de mon livre, là je vais revenir à une carte peut-être, c'est de montrer, non c'était avant, je crois, voilà, c'est de montrer les interfaces de cet espace turc. Alors, là, bon, c'est une carte schématisée, hein, mais c'est pour mieux montrer les choses plus clairement que sur une véritable carte avec les formes originelles. Mais enfin, on reconnaît bien hein, les différences. Alors, ces interfaces de la Turquie, en fait, elles nous rappellent beaucoup le passé ottoman de la Turquie. Ici, par exemple, sur toute cette partie occidentale et nord-occidentale, eh bien, il y a eu sans arrêt un espace commun autour de la mer Égée, de l'archipel et des côtes, ou bien ici, dans la Thrace orientale, entre les Grecs et ceux d'Asie mineure, ceux de la Grèce, les Bulgares aussi. Voilà. Bon. Ensuite, on a cette interface particulière ici montagneux des Kurdes et des Arméniens qui a toujours été une ligne de frontière, on le voit dans l'histoire longue, entre l'Empire romain, l'Empire parthe, puis ensuite l'Empire ottoman, l'Empire iranien. Et puis ici, le contact avec les Arabes au nord de la Syrie, avec ici quelques angles morts, ici ces deux angles morts où il n'y a pratiquement pas de population parce que la montagne tombe sur la mer et où il ne se passe rien de particulier. Donc voilà, la Turquie doit être, l'Anatolie turque doit être vue dans son rapport avec les grandes masses voisines qui ont une influence à la fois culturelle en ce qui concerne l'Iran, Perse ou les Arabes, et puis une influence religieuse bien sûr, et une influence commerciale économique concernant en particulier les Grecs et les Arméniens. Donc, alors le mécanisme à deux voies, il y avait donc ça, et il y avait ensuite le pillage des habitations, la saisie des entreprises possédées par les Grecs, parce qu'un des soucis principaux des jeunes Turcs, ça a été de constituer une bourgeoisie nationale qui avait vocation à remplacer la bourgeoisie commerçante gréco-arménienne.
Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment on peut comparer le génocide et le rapport à la mémoire des différentes minorités, en particulier des Grecs ottomans, des Assyro-Chaldéens et des Arméniens. Donc il y a eu un livre important qui a été sur le Genocide of Ottoman Greeks, avec un article important de Tessa Hoffmann qui caractérise assez bien le génocide, enfin ce qu'elle appelle le génocide, ce n'est pas encore reconnu comme tel, ou ça ne sera peut-être jamais, mais des Grecs ottomans victimes, donc entre 3,5 et 4,3 millions de morts, mais c'est un génocide cumulatif. Elle le définit comme tel, cumulatif, parce qu'il se déroule sur une longue période de temps, hein, donc à partir des guerres balkaniques, mais surtout à partir de 1914, hein, ces expulsions et ces déportations, parce qu'à partir de l'entrée de la Grèce en 1917 dans la guerre mondiale, on n'envoie plus les gens vers la Grèce, parce qu'au contraire ça alimenterait l'armée grecque, ça fournirait des hommes. Donc on les déporte vers l'intérieur de l'Anatolie. Alors donc ce génocide cumulatif donc, se déplace, c'est-à-dire d'un côté vous avez ce qui se passe sur la côte occidentale de l'Asie mineure, vous avez aussi ce qui se passe dans le pont. Alors le pont c'est assez partagé en deux, puisque vous avez eu l'avancée de l'armée russe jusqu'à Trapezunda, jusqu'à Trébizonde, et un peu à l'ouest de Trébizonde, jusqu'en 1917, jusqu'à la révolution russe. Donc cette partie-là est gelée, préservée, mais les déportations se font surtout à partir de la moitié occidentale des Pontiques, de la région de Bafra, de la région de Samsun, où il y a beaucoup d'ailleurs de Pontiques turcophones. Bafra, ils sont tous turcophones. Ils sont grecs pontiques parce qu'ils sont orthodoxes, hein, c'est ça le marqueur ethnique essentiel. Donc, ce génocide cumulatif, alors il est tel qu'aujourd'hui, si on regarde la situation, cette histoire du génocide des Grecs, c'est assez compliqué, mais ça a commencé par les Pontiques. Pourquoi ? Parce que les Pontiques ont connu un sort à peu près analogue à celui des Arméniens, avec un décalage dans le temps, juste après. Donc surtout à partir de 1919, l'arrivée de Kemal, et puis les massacres lancés, les déportations, les marches à mort, etc. C'était le même. Et d'autre part, les Grecs pontiques n'étaient pas reliés du tout, ils étaient très éloignés de la partie occidentale où il y avait là, ensuite à partir de 1919-20, l'armée grecque d'occupation et la guerre gréco-turque. Donc ils avaient un sort à peu près analogue à celui des Arméniens, et c'est pour ça que Photiadis et autres revendiquent et ont travaillé sur une dizaine de volumes de documents en différentes langues, traduits en grec, sur ce génocide pontique. Mais ceux d'Asie mineure, c'est-à-dire, oui, on dit Micrasia, c'est-à-dire la partie occidentale de l'Asie mineure, eux, ils revendiquent un génocide. Donc, ça commence par exemple par le massacre des Grecs de Phocée en 1914, 8 à 9 000 Grecs dans la ville de Phocée, donc sur la côte, qui ont été entièrement massacrés, mais d'autres qui ont été chassés, etc., une purification ethnique. Et puis ça se termine par la fameuse grande catastrophe de Smyrne en 1922, donc à la fin de la guerre gréco-turque. Mais là, c'est lié à une guerre aussi militaire, parce que cette armée grecque, quand elle a débarqué en 1920, elle a aussi elle-même procédé à des massacres de populations turques locales, que Toynbee, justement, par exemple, relate. C'est dans un livre assez connu, écrit en anglais.
également. Donc là, c'est un peu difficile de parler de génocide. C'est plutôt les conséquences d'une guerre. Et puis, vous avez les traces. Alors, il y a une sorte de modèle. Les pontiques ont été les premiers, les initiateurs. Et les traces, j'ai fait récemment des enquêtes en traces, et ils ont suivi avec 20 ans de décalage le modèle des pontiques. C'est-à-dire que là, vous savez que la trace orientale a été vidée une première fois de sa population chrétienne. Alors, il y a eu à la fois des interventions militaires nationalistes bulgares et turques. Donc là, c'est un génocide, entre guillemets, alors parce que là, parler de génocide, c'est une autre affaire. Mais il y a eu des massacres, donc, des Bulgares et des Turcs contre les Grecs. Mais il y a eu aussi cette occupation de l'armée grecque. Quand l'armée grecque était à Smyrne et en Anatolie, il y avait aussi l'armée grecque en Thrace orientale. Et elle ne s'est retirée qu'à partir de 1922, donc de la défaite de Smyrne et d'avant. Donc là, il y a aujourd'hui les traces. On construit par exemple un monument dans la ville de Drama au génocide des Thraces. Alors c'est situé entre 1897 et 1922. Alors vous voyez, c'est un peu... Alors ça c'est vraiment cumulatif, là, au sens de Tessa Hoffmann. C'est un peu tiré par les cheveux. Mais ils ont des cérémonies, simplement ils n'ont pas réussi à mobiliser la plus grande partie des associations les associations Thraces sont essentiellement des associations culturelles qui développent la transmission des danses, de la culture, mais qui ne se réfèrent pas tellement à ces questions de génocide. Voilà, donc... Alors, le processus de turquisation, donc, s'est achevé à ce moment-là. Alors, la dernière partie du livre, elle intéresse... alors, attendez, je reviens plutôt... Non, je reviens... Non. Oui, non. Alors, attendez, ça je montrerai après. Oui, là c'était pour montrer où se retrouvent les réfugiés grecs. Donc, d'un côté, ceux qui sont réfugiés, qui ont été chassés par les purifications ethniques, et ensuite l'échange des populations de 1923 du traité de Lausanne. Donc, on les retrouve essentiellement dans le nord de la Grèce, c'est là où j'ai fait mes enquêtes, où il y a la plupart des monuments commémoratifs, où on a reconstitué des monastères de Panaia Soumela, de Aios Iorios Peristéréota. D'ailleurs, là, tout à l'heure, je montrais une photo, la voilà. Là, c'est le fameux monastère de Saint-Georges Peristéréota, qui est au sud-est de Trabzon, aujourd'hui. Et on voit que ce monastère, qui était un des plus importants, il y en avait trois, c'était celui-là, Panaia Soumela, et puis Ioannis Vassellon, Saint-Jean Vassellon, dans un triangle, dans cette vallée qui est au sud, à Matsuka, qui est au sud de Trapezunda. Il a sauté à la dynamite, hein, il a été dynamité, et c'est pour ça qu'il est dans ce triste état. Et il a été refait dans le nord de la Grèce, pas loin de Veria, à l'ouest de Thessalonique. Alors, un point important alors, ces massacres, ces purifications ethniques, elles ont provoqué des migrations, elles ont provoqué, on a vu, les départs,
et la formation de diaspora. Alors, soit des réfugiés en Grèce, et puis ces réfugiés de Grèce migrent ensuite vers d'autres pays, vers l'Europe occidentale, vers l'Australie, vers l'Amérique, et fondent des associations, construisent des monuments commémoratifs. Alors ici, par exemple, on a un monument, c'est dans la banlieue d'Athènes, entre Athènes et le Pirée, à Varvara, c'est un monument particulièrement, disons, plutôt culturel, religieux et pas très politique. C'est-à-dire qu'on a la reproduction de la porte d'entrée du monastère de Panea Soumela, des signes byzantins, et ce qui rappelle, alors, un élément culturel, c'est la lyre pontique, Kemeche, mais la seule chose qui rappelle les combats, la guerre, c'est ce fusil, c'est tout. Donc ça, c'est une façon, disons, assez apaisée de parler de la mémoire, alors que celui-là, qui est le monument de Castoria, donc en Macédoine, à l'ouest de la Macédoine, là, il est extrêmement politique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fresque de bas-relief représentant symboliquement le mythe, l'histoire mythique des Pontiques, qui commence avec le navire Argo, dans l'Antiquité, donc la toison d'or, etc. Fait la fondation des colonies grecques le long des côtes de la mer Noire. Et puis ensuite, alors on a ces bâtiments qui représentent les fameux monastères et la période donc byzantine et puis ottomane. Et là, les combats, les massacres, et ensuite le départ des réfugiés. Et le retour, c'est-à-dire c'est montré comme un cyclique. Alors ils sont arrivés par bateau avant Jésus-Christ, et là ils repartent au XXe siècle avec l'échange des populations. Voilà. Et là, le territoire revendiqué pour une république du pont en 1919 à la conférence de la paix, qui avait, d'ailleurs, il y a eu à un moment donné un projet plus ou moins avec les Arméniens, mais enfin ça n'a pas tenu et ça n'a pas abouti, mais là, malgré tout, ils le mettent et ils revendiquent le retour sur les territoires, et là, la figure d'un héros nationaliste, Kapetanidis, qui était un journaliste nationaliste très connu à l'époque à Trébizon, à Trabzon. Voilà, donc ça c'est un monument assez extrême. Et puis le besoin pour ces réfugiés, ces descendants, exactement, puisque maintenant la première génération a disparu pratiquement, de revendiquer chaque année, là c'est le 19 mai, la date qui a été consacré par le Parlement d'Athènes comme jour de la mémoire du génocide pontique. Et donc, il y a des manifestations de masse à Thessalonique à ce sujet. Oui. Alors ça c'était pour montrer que mon livre a été traduit en turc. Et si quelqu'un connaît le turc, moi je ne connais pas le turc, mais ils ont mis là, je ne sais pas justement, sur le quatrième de couverture, ils ont choisi une citation, je ne sais pas ce que c'est, et je serais curieux de savoir parce que, oui. Aussi, vous pouvez me le dire en français? Alors venez. Ouais, la géographie d'Anatolie qui est en relation à la fois avec l'Europe, à la fois avec l'Asie. Ouais, en gros, en fait, il dit que
l'Anatolie est devenue l'endroit qui a causé plusieurs guerres entre différentes cultures. C'est votre citation, c'est ça? Enfin, c'est une citation de moi, mais je ne sais pas laquelle ils avaient choisi. Ça veut dire quelque chose de mettre en exergue quand même. Ouais, et du coup, les personnes qui ont été rattachées de leur pays, de leurs endroits, de leur terre, arrachées, voilà, et qui ont dû partir ou qui ont été tués. Ouais. Et n'ont toujours pas oublié leur patrie oubliée. Ah, perdu. Voilà, oui, perdu. Ouais. C'est bien toi? Oui, ça va. Et du coup, là, ces personnes disent à haute voix, parlent en fait de leur demande concernant en fait cette patrie oubliée. Perdue. Ah oui, quand même, ils ont mis ça en exergue. Voilà. J'espère que c'est à vous. J'espère que Oui, c'était merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, donc cette traduction turque a été obtenue relativement facilement parce que je fais partie de l'équipe de la revue Anatolie et que Ahmet İnsel a été l'éditeur, enfin celui qui était aux éditions İletişim. C'est normal que ce soit du travail propre. Assez connu. C'est normal que ce soit du travail propre. Oui, c'est un très bon travail. İletişim, c'est très soigné, oui. Et même, je dirais que le format du livre est plus joli que le français. Il est beaucoup mieux, oui. Alors, donc, ça a été publié. Il y a une traduction grecque qui est en train de sortir, là, en ce moment, et que je présenterai. Mais alors ça a été obtenu par l'intermédiaire, donc, de Ahmet İnsel, etc. Ça a été cofinancé un peu par l'Institut d'études anatoliennes d'Istanbul. En Grèce, là, la pauvreté est telle, la crise est telle que, disons, que j'étais obligé de donner de l'argent pour la traduction du grec au français, du français au grec. Et à ma grande surprise, un jour, je reçois un mail d'un arabe, d'un Algérien vivant à Montréal, un géographe, Saïdouni Maouya, qui me dit j'ai presque fini de traduire votre livre en arabe. Est-ce que vous pouvez me mettre en rapport avec l'éditeur, etc. Bon. Alors, alors il m'envoie un échantillon de ces traductions que je fais voir par un ami libanais donc, qui connaît l'arabe, qui me dit que ça allait. D'autre part, il me met son CV où il avait traduit des choses de Planol, des choses comme ça. Enfin, c'était quelqu'un de compétent qui était un bon traducteur. Et alors, le plus surprenant, c'est l'édition. C'est-à-dire qu'il m'a dit, je vais chercher un éditeur en Algérie ou au Moyen-Orient. Bon, il essaye au Qatar ça ne marche pas. Et très rapidement, au Koweït, ça a très bien marché, mais alors à ma grande surprise, c'est un tirage énorme, comme je n'ai jamais eu de ma vie. 50 000 exemplaires, alors que ça, c'est 1000 exemplaires comme en France. En France, c'est 1000 exemplaires, en gros. Là, c'est pareil. Mais là, 50 000 exemplaires en livre de poche dans les pays arabes. Et j'en suis très heureux parce que cette histoire des Grecs d'Asie mineure et des Arméniens aussi, mais moi j'ai mis peut-être plus l'accent sur les Grecs que sur les Arméniens parce que je suis plus compétent dans ce domaine, eh bien va être connue par un grand public arabe cultivé, par des étudiants, etc. Et ça, j'en suis assez satisfait. Voilà. On parle des diasporas grecques du monde arabe. Oui, aux diasporas grecques du monde arabe, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. C'est pas vraiment un marché. Il n'y en a plus beaucoup. Bon, il y en avait en Tunisie autrefois, mais c'est fini pratiquement. Voilà. Donc, je peux répondre à vos questions. Merci beaucoup. Excusez du caractère un peu décousu. Non, mais bon, c'est une il y a beaucoup de choses. À voir justement l'approche, à montrer les diversités d'approche pour faire une synthèse justement de ce passage. Moi, j'avais des questions à te poser sur Oui.
Tu n'as pas parlé de la poursuite aussi du processus de turquisation qui ne s'est pas arrêté en 23-24, Ah non. puisqu'après il y a les événements de traces justement de Tout à fait. 34, la Oui. nouvelle loi de délocalisation de 34 qui a déplacé les Kurdes, aussi le terrestre arménien, Ah ben oui. et puis 55, J'ai un 55, chapitre sur les 56, Kurdes aussi, voilà. oui, là j'en ai pas parlé. et 55, Oui. voilà, les événements de 55 qui ont fini de... Alors 55, les complètement- pogroms d'Istanbul, à la fois surtout contre les Grecs, là. Oui, bien sûr, et le fait que dans les deux îles de Imbros et Tenedos, donc qui sont à proximité des détroits des Dardanelles, du détroit des Dardanelles, et qui étaient exclus de l'échange des populations, en fait, il y a eu de telles pressions que pratiquement toute la population grecque est partie de ces îles-là, et même si théoriquement elle ne devait pas changer. Et en échange, la Grèce conservait la minorité turque musulmane de Xanthi, Komotini, enfin de la Thrace grecque occidentale. Ça, cette minorité est restée. Par contre, les Grecs sont partis de plus en plus, même ceux d'Istanbul sont beaucoup partis. Puis il y a Chypre qui est aussi le... Alors là, il y a Chypre, alors là c'est autre chose. Oui. C'est possible de turquisation aussi Ah, bah oui, là. d'un autre territoire grec. Oui, oui, c'est-à-dire là, il y a eu l'isolement de cette partie nord, alors que les Grecs et les Turcs étaient un peu répartis dans toute l'île. Il y a eu une concentration, il y a eu un partage du territoire, en fait, en deux, qui est dans cette logique directe du CUP et des canalistes. Et je voulais savoir, de l'autre côté, du côté de l'accueil en Grèce, puisque bon, tu disais toi-même que c'est pas toujours été très facile. J'étais un jury de master justement de Adèle Mercier, que tu connais, qui a travaillé sur les monuments commémoratifs à ces reconstructions, et montrait que c'était... Ah oui, Adèle Mercier. Voilà, qu'il n'y avait pas... Disons, l'accueil n'a pas toujours été rêvé, disons, du côté de la Grande Grèce. Puis en plus, avec des différences entre les Grecs en Asie mineure proper, puisque depuis quand ils ont commencé à faire ces monuments, et quelle est